Enid Blyton was not proud of her work in the sense that she would want to boast of it. She was very proud of what she was able to do for the children. She was very proud of the letters they wrote her, the thanks they gave her. Down at Beaconsfield live two small girls that other children may well envy. Gillian and Imogen don't have to wait for the next Enid Blyton book to appear in the shops. They can read it as it comes off the typewriter. I had two brothers who were younger than I was, and I used to tell them stories, which I enjoyed very much indeed. And I suppose possibly it was from that beginning that the idea first came to me. I would like to write stories when I was able to. I think her books were so popular because she wrote from a child's point of view. And all the time, I still wanted to write. Not necessarily all the time did I want to write for children, but I wanted to write. And that was the only thing that I was really very good at. Je sais pas pour vous, mais moi je suis née en 2002 et j'ai grandi en lisant des livres. J'ai toujours eu plein de livres dans ma chambre et un genre que j'ai toujours aimé, ce sont les romans policiers. Lorsque j'étais au collège, j'ai commencé à lire les romans d'Agatha Christie et toutes les aventures d'Hercule Poirot ou de Miss Marple. Bon, rassurez-vous, je ne lisais pas Agatha Christie quand j'avais 8 ans. Non, à la place, je lisais Le Club des 5. Avec mes sœurs, on avait tous les livres et ça fait plusieurs années que je voulais les lire. Je me souvenais vaguement des personnages, mais c'est tout. Alors après avoir fini de lire Madame Bovary, je me suis dit on va lire quelque chose de moins lourd, et donc je me suis repenchée sur les livres du Club des 5. Et là, c'est le coup de foudre. J'ai lu le premier tome qui s'appelle Le Club des 5 et le Trésor de l'île. Alors bien sûr, c'est un livre pour enfants, donc l'écriture est assez simple. Le livre est assez court, mais l'histoire est un peu plus compliquée que ce dont je me rappelais. Mais bon, avant de parler des personnages, des histoires et aussi de l'auteur, parlons un petit peu des livres en eux-mêmes. Le nom original du Club des 5, c'est The Famous Five, qui veut littéralement dire les fameux 5 ou les célèbres 5. Écrit par l'auteur britannique Enid Blyton, ce sont 21 livres publiés en Angleterre entre 1942 et 1963. Les livres connaîtront un succès énorme en Angleterre et seront traduits dans plusieurs langues, notamment en français. La version française, elle, est publiée entre 1955 et 1967. La traductrice Claude Voilier écrira ensuite 24 volumes entre 1971 et 1985. Mais les textes des livres originaux seront retouchés par les éditeurs à partir des années 80. On retrouve dans les livres français les mêmes personnages, seuls les noms sont différents. François Gautier, en anglais Julien Quirin, a 12 ans dans le premier livre. Il est né de la fratrie Gautier et c'est le plus responsable des enfants. Il est aventureux et est souvent représenté avec des cheveux blonds. Mick Gautier, de son vrai nom Michel Gautier, de son nom anglais Dick Quirin, de son vrai nom anglais Richard Quirin, on va y arriver, c'est le petit frère de François. Il aime bien manger et essaie toujours d'apaiser les choses quand les enfants se disputent. Il est souvent représenté avec les cheveux noirs ou marrons. Annie Gautier, de son nom anglais Anne Quirin, est la plus jeune à la fratrie du haut de ses 10 ans. Elle est un petit peu plus peureuse et très empathique. Elle est en général représentée avec des cheveux blonds. Dans le premier tome, les trois frères et sœurs partent en vacances chez leur tante Cécile et leur oncle Henri en Bretagne. Là-bas, ils rencontrent leur cousine Claude. Son vrai nom est Claudine Dorsel ou Georgina Quirin en anglais. Elle a 11 ans et elle ne répond qu'au nom de Claude ou Georges en anglais. Elle a les cheveux courts et s'habille comme un garçon. On la qualifie de garçon manqué à chaque fois qu'on écrit son apparence ou les activités qu'elle aime faire. Au début, elle est un peu réticente à l'idée d'être en vacances avec ses cousins, mais nous reparlerons d'elle un peu plus tard dans la vidéo. Elle a aussi un chien qui s'appelle Dagobert, qui est caché chez ses parents mais qui suit les enfants partout. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur les personnages. Mais maintenant, parlons de la femme qui a créé tous ces personnages, Enid Blyton. Enid Blyton naît le 11 août 1897 à East Dulwich, en Angleterre. Elle est née de 3 enfants, et la fille de Thomas et Teresa Blyton. Quelques mois après sa naissance seulement, elle contracte la coqueluche et on craint pour sa vie. Malgré cela, elle grandit et ses parents emménagent dans le Kent. Elle est très proche de son père et passe beaucoup de temps avec lui. Il lui transmet notamment son intérêt pour la nature et pour la culture et les arts. Enid aime suivre son père, ce qui ne plaît pas trop à sa mère qui préférait qu'elle fasse des activités de fille. Mais cela ne l'intéresse pas, et c'est sans doute ce qui va creuser un fossé entre elle et sa mère. Mais lorsqu'elle a seulement 13 ans, son père quitte le foyer pour s'installer avec une autre femme. Enid est dévastée et les contacts avec son père se font de plus en plus rares.
À l'âge adulte, elle n'aura aucune relation avec ses parents et n'assistera même pas à leurs funérailles. Toujours adolescente, elle continue son éducation au lycée privé St. Christopher's à Beckenham. Très sportive, elle devient championne de tennis et capitaine de l'équipe de cross. En 1911, elle participera à un concours de poésie. Sa famille la destine à une carrière musicale et Enid apprend donc le piano. But my father always wanted me to be a musician. Music is in my family. I had a very clever aunt and who used to give concerts and things like that. And my father rather visualized that I would do the same. Well, therefore, at 6 years old, I had to begin to learn to play the piano. And all through my childhood, there was practice, till I was in my teens, when I was doing 4 hours a day. Now, if you have to work at something that you have really no desire to achieve anything great in, it becomes a terrible bore. En 1915, elle quitte la maison et part vivre avec son amie Mary Attenborough. Dans la même année, elle emménage chez George et Emily Hunt dans le manoir de Sackford Hall dans le Suffolk. Ce manoir est connu pour avoir une pièce hantée et un passage secret qui seront des sources d'inspiration pour les histoires d'Enid. En 1918, elle rencontre Ida Hunt et grâce à elle, elle devient enseignante. Elle deviendra par la suite gouvernante en 1920. When she was young, she decided to become a writer rather than a musician, which is what her parents wanted her to do. And so she started off writing articles for adults. And it was when she began teaching that she realized that she had a gift for telling stories for children. But to start off, the first 13, 14 years, she chiefly wrote educational work, religious work, nature work, and short stories in a little magazine she ran, and also in Teacher's World. And she also had a method of writing which was honed by her work as a teacher. For 7 years she taught children, and 4 of those she ran her own little school. And it was there that she practiced writing stories and indeed telling those stories to the children in her class who were aged from 4 to 12. And she learned what children liked and what they didn't like. And I met 2 or 3 of them, and they have all told me that they were not slow in saying if they hadn't liked something and saying that yes, they had. And her first book was a children's book, 1922, Child Whispers. And these people told me that the poems that she wrote for them and told them were chosen by them for the book that they knew she was hoping to publish. And that if they said, no, Miss Blyton, that's not good enough, that did not go into the book, and those that they loved all did. En 1924, elle se marie avec Hugh Alexander Pollock, un militaire. Elle aura 2 enfants, Gillian en 1931 et Imogen en 1935. Mais son mari commence à se retirer de la vie publique. Il devient alcoolique et souffre sûrement de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. Elle a combattu pendant la Première Guerre mondiale et cela a laissé des séquelles. De plus, il a une liaison avec sa secrétaire Ida Crowe. De son côté, Enid n'est pas plus fidèle. Elle aura plusieurs relations extra-conjugales, parfois même avec des femmes. En 1941, elle entame une liaison avec le chirurgien Kenneth Waters. Son mari veut demander le divorce, mais il s'accorde pour que ce soit elle qui le fasse, afin de ne pas trop nuire à sa réputation. Vous imaginez bien, une auteure pour enfants qui divorce pour infidélité, c'est pas le top. Il divorce donc, mais Enid interdit à son ex-mari de voir ses filles, même si c'était mis d'accord. En 1943, Hugh se marie avec sa maîtresse Ida Crowe. D'ailleurs, rien à voir, mais en faisant mes recherches, j'ai vu que Ida Crowe est décédée en 2013 à l'âge de 105 ans. Rien que ça. Bon, Enid se marie la même année avec Kenneth Waters. Ce divorce sera un choc pour les 2 filles, à qui on a un jour annoncé que leurs parents divorçaient et qu'ils se remariaient presque immédiatement. Enid tombera enceinte une nouvelle fois mais perdra le bébé. C'est au milieu de tout ça qu'elle publie la série de livres qui nous intéresse, Le Club des 5. Le premier tome paraît en 1942. En 1956, elle lance une nouvelle série que vous connaissez sûrement, Oui Oui. En 1962, elle en aura vendu 26 millions d'exemplaires. Le Club des 5 s'arrêtera en 1963 et Oui Oui en 1964. Ces arrêts sont dus à une baisse du lectorat, mais aussi à la santé de l'auteur. Dans les années 60, Enid semble souffrir de démence, ce qu'on appelle aujourd'hui Alzheimer. Elle meurt le 28 novembre 1968 à l'âge de 71 ans. De ce que j'ai compris des nombreux articles et documentaires qui m'ont servi dans mes recherches, Enid Blyton, c'était pas une personne parfaite.
Bien sûr, personne n'est parfait, mais on s'attend toujours à la perfection lorsqu'on parle de célébrités, encore plus si elles sont connues pour travailler dans la littérature pour enfants. Bon, beaucoup de personnes ont décrit Enid Blyton comme étant dure, stricte et très immature. Certaines personnes disent même que c'est à cause de ça, ou grâce à ça, qu'elle arrive si bien à écrire des livres pour enfants, car elle n'a jamais vraiment grandi. Elle travaillait beaucoup et ne s'occupait pas autant de ses enfants qu'on peut le croire. Mais elle restait une personne très charitable. Elle a beaucoup donné pour les enfants dans le besoin, et je pense qu'elle appréciait vraiment leur compagnie. On ne saura jamais qui était vraiment Enid Blyton, donc tout ce qu'on peut faire, c'est supposer. Si vous cherchez des informations sur Enid Blyton aujourd'hui, vous tomberez surtout sur des articles l'accusant de racisme et de sexisme notamment. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les livres en français ont commencé à être réécrits dans les années 80. Rien que dans le Club des 5, certains noms de livres sont changés pour des termes qui sont plus acceptables aujourd'hui. D'autres livres sont également changés pour leur représentation stéréotype ou même raciste de certains groupes et communautés. On parle aussi de sexisme à cause de sa représentation des filles dans ses livres. Et c'est vrai qu'en le lisant aujourd'hui, Annie, qui est le seul personnage qui n'est pas ou ne veut pas être un garçon, on en parlera plus après, est représentée comme peureuse, toujours en train de pleurer, de faire des gaffes ou qui a besoin d'être protégée. Je ne vais pas parler de tout, si ça vous intéresse vous pouvez faire vos propres recherches, mais je trouvais que c'était important d'en parler quand même. En revanche, il faut savoir faire preuve de nuance. Il faut se rappeler que ces livres sont écrits et publiés dans les années 40 et 50 principalement. La société de cette époque était beaucoup plus discriminatoire et Enid Blyton n'est que le reflet de cette société. Elle utilisait des termes qui sont aujourd'hui considérés offensifs, elle avait une vision très stéréotypée de beaucoup de personnes. Malheureusement, c'était considéré normal à l'époque. Je ne pense pas qu'elle écrivait ces livres avec l'idée en tête d'être raciste, sexiste ou xénophobe, mais c'est cette société qui se reflète à travers ses mots et ses histoires. Quand il s'agit d'autres médias, je suis pas forcément pour qu'on change l'œuvre originale. Il y a eu des controverses similaires avec les livres d'Agatha Christie, ou encore le film Autant n'emporte le vent. Dans ces cas-là, je pense pas que des modifications soient nécessaires. Un avertissement qui reconnaît la nature discriminatoire de l'œuvre et qui éduque le lecteur ou le spectateur est nécessaire. Mais dans les livres pour enfants, c'est plus compliqué. Alors je comprends qu'on fasse des modifications, étant donné que les enfants sont trop jeunes pour comprendre l'enjeu derrière certains mots ou représentations. Mais tout ça, c'est un autre débat. Maintenant, parlons du personnage de Claude. Le personnage de Claude, c'est un personnage un peu à part, surtout dans la littérature pour enfants des années 40. Elle a les cheveux courts, elle porte des vêtements de garçon, et elle est décrite comme un garçon manqué. D'ailleurs, elle répète à plusieurs reprises dans le premier livre qu'elle déteste être une fille, et elle interdit toute forme d'affection envers sa famille parce que ce n'est pas ce qu'un garçon ferait. Tu l'appelles Claude s'exclame Annie, surprise. Je croyais qu'elle s'appelait Claudine. Oui, son prénom est bien Claudine. Mais elle déteste être une fille et demande qu'on l'appelle Claude, qui fait plus masculin. Bonjour, tu es bien Claudine? Non, déclare la fillette. Je ne suis pas Claudine. Ah bon? C'est un Annie? Mais alors, qui es-tu? Je suis Claude, affirme la fillette. Et je ne te répondrai que si tu m'appelles comme ça. Je déteste être une fille. Je ne veux pas en être une. Je n'aime que les jeux de garçons. Je grimpe aux arbres et je nage mieux que n'importe quel garçon. Je sais naviguer à la voile mieux que n'importe quel marin de la côte. Si tu veux que je te réponde, tu dois m'appeler Claude. Comme vous pouvez vous en douter, le personnage de Claude a fait couler beaucoup d'encre depuis sa création dans les années 40. On parle encore aujourd'hui du fait que Claude soit une fille qui n'aime pas être une fille. Dans chaque livre, il y a toujours un adulte qui la prend pour un garçon, et c'est précisé qu'à chaque fois, elle en est contente. Ici, on parle plutôt d'expression de genre, c'est-à-dire la façon dont on se présente aux autres avec ses habits, avec sa coupe de cheveux, etc. Alors bien sûr, la notion de genre a bien changé depuis les années 40. En lisant ce livre, avec mon point de vue de 2025, c'est vrai que je me suis dit que si elle vivait aujourd'hui, Claude aurait pu être trans. Mais je ne peux pas affirmer ça, déjà parce que c'est un personnage fictif, et aussi ça serait projeté sur une personne qui existait il y a 80 ans, des notions qui n'existaient pas du tout à l'époque. Ici, il n'est pas question de pronoms et je ne sais même pas si Claude aurait changé les siens si elle avait su qu'on pouvait le faire. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé un article qui disait que Claude ne voulait pas forcément être un garçon, mais qu'elle voulait juste avoir les mêmes privilèges qu'un garçon. Et en tant que fille, je peux comprendre vouloir être respectée et traitée comme un garçon, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je veux en être un. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Déjà parce que, comme je l'ai dit, Claude, c'est un personnage fictif, et en plus, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Dans le premier tome, le fait qu'elle se fasse appeler Claude est utile lorsque elle et François se font capturer, mais le même stratagème aurait pu marcher avec n'importe qui d'autre. Mais à part ça, le fait qu'elle soit une fille ou un garçon, bah ça change rien. Ce qui compte en fait, ce sont ses qualités, ses défauts, sa relation avec son chien Dagobert, ce qu'elle est capable de faire et ce en quoi elle croit. Les gens ont tendance à fixer leur attention sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance en fait. Je voulais simplement en parler parce que ces controverses, elles font quand même partie de l'histoire du Club des 5. Et aussi parce que plus tard dans sa vie, Enid Blyton a admis que le personnage de Claude était inspiré d'elle-même. Alors on a déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo de la relation qu'avait Enid avec ses parents. Sa mère voulait qu'elle fasse des activités plus traditionnellement féminines, mais elle préférait rester avec son père dehors. On suppose aussi qu'elle a eu des relations avec des femmes, et donc c'est pas improbable qu'Enid Blyton ait été queer. Mais c'est pour ça aussi que je ne veux rien projeter sur le personnage de Claude, étant donné que je ne sais rien de ce qui se passait dans la tête d'Enid Blyton. Mais peu importe ce que vous ressentez face au personnage de Claude, elle reste un personnage important dans la littérature pour enfants, et peut-être le personnage le plus fascinant du Club des 5.
Et le Club des 5, il aura connu beaucoup d'adaptations. On compte 8 films de 1957 à 2020, 5 séries télévisées, dont 2 dans les 70 et 80 qu'on peut facilement trouver sur YouTube. Je vous encourage à aller les voir parce que moi, elles m'ont tué de rire. Et en 2025, on attend une autre adaptation sur Hulu. On trouve également des bandes dessinées, ainsi que des enregistrements audio sur des vinyles 33 tours et des cassettes audio. Et on trouve évidemment des jeux vidéo. En termes de spin-off, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Le Club, paru en 2016 et écrit par Michel Paguel. D'après ce que j'ai compris, on suit les enfants lorsqu'ils sont adultes à travers une enquête beaucoup plus sombre. D'ailleurs, dans ce spin-off, Claude est homosexuel, ce que je trouvais intéressant, étant donné que la sexualité n'a rien à voir avec l'identité de genre. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, peu importe toutes les controverses et ce qu'on peut lire autour du Club des 5, ces livres auront quand même eu un impact incroyable sur beaucoup de gens, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. On en parlait l'autre jour avec ma mère et elle aussi, elle a grandi avec ces livres et c'est dingue que moi, j'ai grandi avec les mêmes livres que ma mère. Et il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec le Club des 5, avec Oui Oui, avec beaucoup de choses. Parce que là, on est juste en France, mais dans les pays anglophones, il y a beaucoup d'autres choses qui sont moins célèbres ici. Et je suis contente d'avoir pu en apprendre un petit peu plus sur son histoire, parce que même si c'était pas une personne parfaite, même s'il y a eu des controverses autour d'elle, de son mariage, de sa personnalité, de ses livres, bah, j'ai trouvé sa vie quand même fascinante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est mon premier format un peu plus documentaire. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, et j'ai essayé de faire d'autres documentaires un peu dans ce style-là. J'ai déjà d'autres sujets qui arrivent, j'ai d'autres documentaires qui vont arriver bientôt, tous les mois normalement sur cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.